Vous allez garder encore la parole sur la problématique de la mobilité, qui est aussi, je veux dire, un des vecteurs, bien sûr, de l'employabilité, donc la mobilité interfonction publique, mais pourquoi pas l'évoquer aussi avec le privé, qui peut être donc un levier extraordinaire. Est-ce qu'on a quelques éléments là-dessus, un début de quelque chose a priori, c'est pas vraiment le cas, d'après ce que j'ai pu comprendre, la mobilité est une conquête. Exactement. Alors, rapidement, parce que le temps tourne, le temps passe. En fait, au niveau de la mobilité dans la fonction publique, en regardant les différents textes, les lois, les décrets, les ordonnances du milieu des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, on s'aperçoit que systématiquement, dans quasiment tous les textes, à peut-être une exception près, il y a une partie au moins sur la mobilité. Donc c'est une injonction, c'est un souhait qui revient très régulièrement sur les lois de 2007, 2009, 2016, etc. Il y a à chaque fois un chapitre au moins sur la mobilité, voire une loi entière, la loi du 6 août 2009, donc il y a 10 ans, qui est vraiment intitulée Mobilité et fonction publique. Donc on voit bien que les pouvoirs publics essaient d'enfoncer le clou et que ça évolue certainement, évidemment, on va voir les outils, mais que c'est quand même un peu difficile, parce que si on doit s'y reprendre plusieurs fois, c'est pas naturel. Dans la fonction publique, globalement, sur les 3 fonctions publiques, il y a un peu moins de 6% d'agents, des 5,5 millions de salariés, agents publics. Il y a un peu moins de 6% de ces gens-là qui changent d'employeur par an. Donc c'est un rythme assez faible. Et en plus, ce chiffre-là, il faut tenir compte que dans les stratégies, par exemple, de la fonction publique d'État, il y a des mobilités qui sont organisées. Donc c'est même pas des mobilités choisies, mais en tout cas, ça bouge relativement peu. Mais d'une fonction publique à une autre, ou d'une collectivité à une autre? Alors là, le global. Voilà, globalement. Le paquet global. Après, sur ces différents textes, milieu des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, sur cette mobilité-là, on a quand même des outils qui se modernisent. Alors, il y a toujours ce fameux détachement, les mises à disposition, mais on a un outil quand même relativement récent sur l'intégration directe, qui est une très belle invention, qui consiste en fait à permettre des mutations entre corps cadre d'emploi, entre fonctions publiques. C'est vraiment la mutation, on a inventé récemment quand même, il y a moins de 10 ans, la mutation entre les fonctions publiques, et on a gommé au fur et à mesure les obstacles propres à chaque statut particulier, de manière à, en tout cas dans les outils juridiquement, que ça soit possible. Alors après, les habitudes, et là on va revenir aux humains, et c'est là où c'est beaucoup plus compliqué, dans les habitudes des managers, enfin des responsables RH des fonctions publiques, il n'est pas forcément encore inscrit dans la réalité le fait de se dire, tiens, je suis DRH dans la fonction publique d'État, je vais m'intéresser aux viviers territoriaux par exemple, aux hospitaliers, enfin voilà. C'est souvent vers la territoriale que ça se passe. Là, les employeurs territoriaux qui sont un peu plus libres, ils ont moins de carcans, parce qu'ils sont seuls à bord, eux commencent à multiplier les recrutements venant de l'hospitalière. On le voit vraiment quand on a des EHPAD territoriaux, typiquement. Mais ils ont un peu moins de contraintes pour accepter et de recruter. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est la compétence, c'est répondre immédiatement aux administrés qu'ils ont en face d'eux. Donc, ça se fait surtout dans ce sens-là. Après, les territoriaux qui commencent à candidater dans d'autres fonctions publiques, c'est un petit peu plus rare, ou alors sur des niveaux de technicité quand même qui sont beaucoup plus élevés que des personnels exécutants. Mais est-ce qu'il y a des barrières qui se mettent en place alors qu'il y a un véritable mouvement qui est endigué Alors, il y a des résistances Alors, il y a des résistances Vous venez d'où, humaines, vous, de la territoriale, voilà. Donc passez votre chemin. Voilà. Alors, c'est les mentalités, c'est ces fameuses mentalités. Alors après, on a d'autres outils qui, là, en particulier informatique, il y a aussi une publication de tous les postes interfonctions publiques. Ça, c'est quand même pas dommage qu'on l'ait en 2019, parce que c'est tout récent, ça date de la mi-février dernier. Il y a un site qui s'appelle, un site gouvernemental, qui est piloté par l'État, qui s'appelle Place de l'emploi public, et donc qui répertorie l'ensemble de toutes les offres d'emploi sur tous les territoires français, métropolitains ou ailleurs, des 3 fonctions publiques. Donc ça, c'est une unification informatique, mais qui permet de aussi publier et de permettre à tout un chacun de candidater sur tous ces postes-là. Alors qu'avant, chacun avait peut-être sa petite bourse de l'emploi particulière, on vivait peut-être en vase un petit peu trop clos, on va dire, mais là, c'est publié partout, et c'est tout récent, et ça marche fort bien, et ne serait-ce que ça va permettre aux gens de candidater un petit peu plus. Après, d'être recruté, c'est une autre question. Et là, on touche... Quels seraient les effets positifs de cette amélioration de fluidification entre les fonctions publiques ? Alors, il y a des profils différents.
on s'aperçoit aussi il y a des talents partout. Donc en fait, se cloisonner dans une seule des fonctions publiques, c'est se priver des talents des deux autres, très concrètement. Donc là, déjà, le principal avantage, c'est d'avoir le choix. En fait, quand un recruteur, qu'il soit public ou privé, a le choix des candidats, c'est un bon problème pour lui. Il a l'embarras du choix. C'est lorsque l'on n'a pas de problème et qu'on est dans des métiers sous tension, qu'on ne peut pas recruter ou pas au niveau qu'on l'aurait souhaité, que ça devient compliqué. Donc ça, les collectivités locales commencent à bien le comprendre aussi. On quitte les recrutements sociaux parce qu'on a une exigence en plus de l'administré qui est directement en face de nous et qui veut un service. Les fonctionnaires territoriaux, comme disait notre président, sont à portée d'engueulade et ça, les collectivités commencent à le comprendre et donc à faire en sorte que les gens qui sont en face des administrés sachent répondre et à un niveau de technicité important. Et effectivement aussi, il y a beaucoup plus de technicité qu'avant. On parlait avec les collègues ici. Les métiers non qualifiés commencent à se faire relativement rares quand même. Il faut des compétences même à l'accueil. Peut-être d'autres réactions sur le plateau, sur cette mobilité interfonction publique. Il n'y a pas qu'une seule fonction publique en France, finalement. Il y en a vraiment 3, mais on le savait. Mais bon, on en a la preuve. Alors, je pense que la mobilité interfonction publique, elle est surtout pour les cadres à responsabilité, que ce soit en encadrement ou en expertise. Et moi, ce que je constate, c'est qu'elle est quand même plus facile quand on vient de la fonction publique d'État vers la territoriale, parce qu'effectivement, nos élus sont souvent intéressés par les profils issus de l'État, notamment les profils de directeurs généraux des services. Quand on fait la cartographie des postes de DGS, on constate effectivement qu'il y a un certain nombre de fonctionnaires d'État, en tout cas plus que des administrateurs ou des ingénieurs en chef de la territoriale. La mobilité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique d'État, elle se trouve dans les corps d'inspection, les chambres régionales des comptes, les tribunaux administratifs, notamment les chambres régionales des comptes, parce qu'effectivement, ils sont très intéressés par les profils de territoriaux qui connaissent bien les collectivités qui vont être amenées à contrôler. Et la fonction publique hospitalière, à mon avis, elle se montre surtout sur les métiers, comme dans les départements à caractère sociaux ou médico-sociaux. Mais je pense qu'aujourd'hui, moi, je pense que c'est une très bonne chose de favoriser d'abord la mobilité, parce que la mobilité, quand on est sur certaines responsabilités, c'est indispensable. Si vous voulez arrêter d'avoir des prérequis et de reposer sur vos certitudes, il faut faire de la mobilité. Et je pense que dans vos 6%, vous avez principalement des postes à responsabilité qui bougent. Parce qu'aujourd'hui, si on veut être un bon manager, il faut avoir un petit peu bourlingué. Il faut avoir vu ce qui se faisait ailleurs. Il faut douter, il faut se questionner. Et ce n'est pas en étant depuis 20 ans sur le même poste qu'on se questionne et qu'on doute. Enfin, moi, c'est ma conviction profonde et personnelle. Mais bon, voilà. Vous êtes convaincu que rester 20 ans à un même poste, c'est mauvais signe? Je suis convaincue qu'aujourd'hui, ça a été le cas. J'ai connu des directeurs des finances qui avaient fait toute leur carrière, ça le sera de moins en moins. Mais ça peut être un gage d'expérience, de technicité, de qualité. Mais c'est aussi un gage où on vous répond systématiquement, on a toujours fait comme ça, et je ne vois pas pourquoi on ferait autrement. D'accord. Et je pense que dans un monde qui bouge, si le manager il veut accompagner le changement, il faut que lui-même il en ait vécu pour pouvoir se mettre à la place de ceux qui le vivent. Pour le manager, bien entendu. Oui, tout à fait. Après, pour d'autres métiers, je conçois que ce soit très compliqué, et le frein à la mobilité, à mon avis, c'est la vie de famille, c'est la proximité géographique et territoriale, c'est le fait que quand on est en travail posté, parfois on a une autorisation de cumul d'activités, etc. Donc voilà, moi mon propos portait bien sur la mobilité des cadres dirigeants, dont je considère qu'effectivement ça doit être partie intégrante de leur cursus professionnel. Très bien, ça nous a permis d'évoquer tous les cas, ou presque. Frédéric Cher, d'autres questions, d'autres réactions peut-être sur ce plateau, sur ce thème-là? Alors sur la mobilité, donc effectivement, le mouvement commence vraiment avec des outils, avec de la réglementation, puis aussi avec des habitudes, avec des nouvelles générations qu'il faudra étudier de près, parce qu'eux ne cherchent pas systématiquement, ils cherchent la sécurité de l'emploi, mais c'est plus forcément ce critère-là qui est prédominant chez les jeunes qui arrivent et qui ont entre 20 et 25 ans. Génération on le constate aussi sur le terrain. Après, c'est vrai que la fonction publique part de loin, et la mobilité, en plus, dans la territoriale, n'est pas organisée. C'est ça. Chacun est libre, encore une fois, individuellement, d'exercer son droit à la mutation. Et donc, ça, c'est vraiment un petit peu plus compliqué
expliquer que, par exemple, dans l'armée ou dans des corps bien sûr. d'État, qui eux organisent systématiquement, intrinsèquement, les mobilités en fait, de leurs agents, de manière à ce qu'ils ne s'enracinent pas, qu'ils voient autre Et chose. puis savoir Voilà. que l'on peut bouger, Voilà. évoluer dans une carrière, ça permet de recruter effectivement aujourd'hui des métiers qui sont peut-être un peu sous tension. Notamment, je pense aux jeunes générations qui ont du mal naturellement à venir vers la fonction publique sur les nouveaux métiers, en quelque sorte. Donc, Et là c'est aussi, vrai que- la réforme de la fonction publique en cours de discussion, les fameuses ordonnances aussi également, traiteront encore une fois de la mobilité. Ça fait partie de l'un des 5 axes majeurs en fait, du projet de loi. Donc ça ne déroge pas à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que depuis les années 2000 jusqu'à maintenant, et même après, on se soucie vraiment de la mobilité. Et donc on va parler du contrat de projet, on va parler du CDD de 3 ans pour les catégories B, on va parler toujours des CDI, ça n'a pas l'air de trop bouger quand même. Mais en tout cas, il y a aussi la mobilité, attirer en fait des profils qui viennent de l'extérieur. À titre personnel, pour l'avoir déjà vécu, lorsque vous voulez recruter des informaticiens de catégorie C, si vous n'avez dans votre poche que l'outil du CDD de 1 an, parce que les informaticiens passent assez peu de concours à la fonction publique, c'est assez coton, pour le dire familièrement, de recruter. Donc là aussi, il faut qu'on soit attractif pour aussi attirer des profils qui viennent de l'extérieur et pas que des 2 autres fonctions publiques. Merci pour tous vos témoignages. Parce que nous arrivons au terme de ce temps, en quelque sorte, d'échange. Je vais lancer une nouvelle fois un nouveau reportage. Merci Delphine Goujon, merci Régine Palombo, Docteur Monroe et Frédéric Cher d'avoir accepté ces échanges assez nourris et que le public pourra revoir.